La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 43.3. L'État sioniste, 2. Pendant une courte période, Der Yassin résolut le problème des sionistes. La partition de la Palestine avait été finalisée par le recours à la force. En même temps, cet événement révéla, aux Arabes, si pas encore à l'Occident, la nature de l'abîme auquel mène le terrorisme, tel que mentionné par le Dr Weizmann. À partir du 9 avril 1948, l'Occident lui-même se retrouva au bord de cet abîme, creusé par les actes de 2 générations de politiciens. Ainsi, la situation changea complètement entre le 19 mars 1948, quand le gouvernement américain décida que la partition était inapplicable et renversa sa politique, et le 9 avril 1948, quand le terrorisme rendit effective la partition. Le Dr Weizmann devait toujours être hanté par ses peurs, mais maintenant que le territoire prévu pour établir l'État juif avait été nettoyé, il ne voulait pas, ou ne pouvait pas, quitter cet abîme. L'objectif était désormais de déclencher un second renversement de la politique américaine, d'obtenir une reconnaissance de ce qui avait été réalisé au moyen du terrorisme, et à cette fin, le Dr Weizmann, une fois de plus, investit toute son énergie. Au moment du premier renversement de la politique américaine, il avait été convoqué d'urgence à l'ex-Success depuis Londres, par courrier, télégramme et téléphone, et le jour précédant l'annonce officielle de ce renversement, il s'entretenait à nouveau à huis clos avec le président Truman. Alors que les jours passaient et que les nouvelles de Der Yassin apparaissaient brièvement dans les médias, il uvera infatigablement à sa tâche suprême, obtenir la reconnaissance de l'État juif mis en place par les terroristes à Der Yassin. L'énergie déployée par le Dr Weizmann était extraordinaire. Il assiégea à lui tout seul toutes les Nations Unies, bien sûr, il était reçu partout comme le représentant d'un nouveau type de superpuissance mondiale. Par exemple, il entretenait des relations étroites avec les délégués de l'Uruguay et du Guatemala, qu'il appelait les vaillants et fidèles défenseurs du sionisme, ainsi qu'avec le secrétaire général des Nations Unies, qui à l'époque était un certain monsieur Trygve, un Norvégien. À la mi-avril, alors que la vague de Der Yassin lui montait jusqu'au cou, l'Assemblée générale des Nations Unies se réunit. Clairement, le vote américain allait être décisif, et le Dr Weizmann fait remarquer qu'il commençait à être préoccupé par la perspective de reconnaissance de l'État juif par l'Amérique. En d'autres termes, la politique américaine, élaborée via le processus constitutionnel d'échange entre le chef de l'exécutif et les membres compétents de son cabinet, allait être encore une fois renversée sur la demande de Weizmann. À nouveau, les dates ont une grande importance. Le 13 mai 1948, le Dr Weizmann rencontra le président Truman, la course à la candidature pour la présidence se profilait, suivie des élections présidentielles quelques mois plus tard, c'était donc le moment idéal pour exercer une pression irrésistible. Le Dr Weizmann informa le président Truman que le mandat britannique prendrait fin le 15 mai et qu'un gouvernement provisoire reprendrait la gestion de l'État juif. Il insista pour que les États-Unis le reconnaissent rapidement, ce que le président s'empressa de faire avec zèle. Le 14 mai, heure palestinienne, les sionistes de Tel Aviv proclamaient la création de leur nouvel État. Quelques minutes plus tard, une information officieuse atteignait l'ex-Success, affirmant que le président Truman l'avait reconnu. Les délégués américains, qui n'avaient pas été informés, étaient incrédules, mais, après de nombreuses hésitations, ils prirent contact avec la Maison-Blanche et en reçurent les instructions du Dr Weizmann, transmises par l'intermédiaire du président. Le Dr Weizmann se rendit immédiatement à Washington en tant que président du nouvel État, et le président Truman accueillit son invité, annonçant par la suite que le moment de la reconnaissance fut le moment de sa vie dont il est le plus fier. 8 ans plus tard, le président Truman décrivit dans ses mémoires les circonstances qui amenèrent le moment de sa vie dont il est le plus fier, et il semble approprié de citer ici son compte-rendu.
décrivant la période de 6 mois, depuis le vote de la partition, en novembre 1947 jusqu'à la reconnaissance, en avril 1948, il écrit « Le docteur Chaim Weizmann me rendit visite le 19 novembre, et quelques jours plus tard, je reçus une lettre de sa part. » Ensuite, M. Truman cite cette lettre, datée du 27 novembre. Dans celle-ci, le Dr Weizmann fait référence à des « rumeurs » selon lesquelles nos hommes ont exercé des pressions excessives et abusives sur certaines délégations des Nations Unies et, parlant en son nom, il déclare que « ces accusations n'ont aucun fondement ». M. Truman commente, les faits prouvent que non seulement, il y avait des pressions autour des Nations Unies sans pareil à tout ce qui s'était jamais vu auparavant, mais encore, la Maison-Blanche subissait elle aussi un harcèlement incessant. Je pense n'avoir jamais vu autant de pressions et de propagande ciblant la Maison-Blanche qu'à cette époque-là. L'opiniâtreté de certains dirigeants extrémistes du sionisme animés par des desseins politiciens et proférant des menaces politiques, me perturbait et m'irritait. Certains suggéraient même que nous exercions des pressions sur des nations souveraines afin qu'elles aillent dans le sens d'un vote favorable à l'Assemblée générale des Nations unies. Les menaces politiques mentionnées dans cet extrait font manifestement référence à la campagne pour la réélection de M. Truman, qui approchait, c'est la seule interprétation raisonnable de ce passage. M. Truman, selon le Dr Weizmann, promit, durant l'entretien du 19 novembre, de contacter immédiatement la délégation américaine, et ensuite le vote américain fut donné, le 29 novembre, soutenant la recommandation d'une partition de la Palestine. Ainsi, la colère du président Truman, telle que mentionnée dans son récit de 1956, concernant les méthodes employées ne retarda aucunement le moment auquel il leur céda en 1947. Si cela n'avait pas été rendu évident, le lecteur de ses mémoires pourrait en retirer une interprétation différente. M. Truman, en 1956, nota les conséquences de la solution, la recommandation d'une partition, qu'il soutint en novembre 1947. Chaque jour, de nouveaux actes de violence en Terre sainte étaient rapportés. Il remarqua également que sa capitulation de novembre et le déni du Dr Weizmann concernant une pression excessive n'eurent aucun effet au cours des mois qui suivirent. La pression juive sur la Maison-Blanche ne diminua pas au cours des jours suivant le vote des Nations Unies pour la partition. Des individus et des groupes me demandaient, généralement sur un ton plutôt querelleur et passionné, d'arrêter les Arabes, de faire cesser le soutien britannique aux Arabes, de mobiliser des soldats américains, de faire ceci, cela et son contraire. Ceci illustre la description de Disraeli concernant le monde, dirigé par des personnages très différents de ce que peuvent imaginer ceux qui ne sont pas dans les coulisses. Le président chercha refuge dans l'isolement. Comme la pression augmentait, il me sembla nécessaire de donner des directives selon lesquelles je ne souhaitais plus être approché par aucun porte-parole de la cause extrémiste sioniste. Je me sentais tellement déstabilisé que je refusai de rencontrer le Dr Weizmann, qui était revenu aux États-Unis et avait demandé à s'entretenir avec moi. En 1956, M. Truman considérait manifestement le report d'un entretien avec le Dr Weizmann comme une mesure tellement drastique qu'elle méritait d'être consignée dans les annales. Il reçut ensuite la visite, le 13 mars 1948, d'un ancien associé juif, qui était profondément touché par les souffrances subies par le peuple juif au-delà de nos frontières. Cette visite eut lieu moins d'un mois avant le massacre de Deir Yassin, et qu'il implora de recevoir le Dr Weizmann, ce que le président Truman fit immédiatement, le 18 mars. C'était le jour qui précédait l'annulation du soutien américain à la recommandation de partition, le 19 mars. M. Truman raconte que lorsque le Dr Weizmann le quitta, le 18 mars, je sentis qu'il avait parfaitement compris ma politique, et je pensais savoir ce qu'il voulait. M. Truman ne fait pas mention des semaines sanguinaires qui suivirent, il ne mentionne pas Deir Yassin, sauf par une déclaration indirecte comme quoi, les spécialistes du Proche-Orient au sein du département d'État étaient, presque tous sans exception, hostiles à l'idée d'un État juif. Je suis désolé de dire que certains d'entre eux versaient également dans l'antisémitisme.
son récit reprend son cours 2 mois plus tard, le 14 mai, après Deir Yassin et son bain de sang, en déclarant « La partition ne se déroulait pas exactement de la manière pacifique que j'avais espéré, mais le fait est que les Juifs contrôlaient le territoire où vivait leur peuple. Maintenant que les Juifs étaient prêts à proclamer l'État d'Israël, je décidai de réagir immédiatement et de déclarer la reconnaissance américaine de cette nouvelle nation. » Environ 30 minutes plus tard, exactement 11 minutes après que l'État d'Israël eût été proclamé, Charlie Ross, mon attaché de presse, annonça aux médias la reconnaissance de facto du gouvernement provisoire israélien par les États-Unis. On me rapporta que pour certains cadres du département d'État, cette nouvelle fut une vraie surprise. Dans ses mémoires, M. Truman ne rappelle pas sa déclaration de 1948 selon laquelle ce fut « le moment de sa vie dont il est le plus fier ». Il n'explique pas non plus pourquoi il éprouva ce sentiment, après de nombreux mois de pression et de menaces politiques subies par une Maison Blanche assiégée, à tel point qu'il avait été à un moment donné obligé de se dédire, ne serait-ce que pendant une période brève, même devant le Dr Weizmann. Pour les besoins de ce récit, il sort désormais quasiment de l'histoire, ayant rempli son rôle. Il fut élu président 6 mois après son moment le plus glorieux, et à l'heure où ce livre est rédigé, il semble prêt à vivre 20 ans de plus, homme sémillant et quelque peu exubérant sur lequel les conséquences des actes auxquels son nom est associé semblent avoir eu aussi peu d'effet que la furie d'un cyclone océanique sur un bouchon qui flotte. En 1956, il rejoignit le groupe de ceux ayant obtenu un diplôme honorifique de la vénérable université d'Oxford, où une enseignante éleva une voix solitaire et ignorée contre l'octroi de ce titre aux dirigeants dont le nom est surtout connu pour avoir été associé à l'ordre de larguer des bombes atomiques sur Nagasaki et Hiroshima. Après que le président Truman eut fièrement reconnu ce qui avait été fait en Palestine entre novembre 1947 et mai 1948, les discussions aux Nations Unies devinrent insignifiantes et le Dr Weizmann, qui dans sa lettre du 27 novembre 1947 adressée au président Truman avait énergiquement nié le recours à une pression excessive, se remit à l'ouvrage pour obtenir d'autres reconnaissances, afin que la question ne fasse plus débat. Il apprit qu'à Londres, M. Bevin faisait pression sur les Dominions britanniques afin qu'ils refusent la reconnaissance, et il montra immédiatement qui était le plus grand expert pour ce qui est d'exercer la pression. D'un point de vue historique, ce moment fut capital, parce qu'il montra pour la première fois que le sionisme, qui avait si profondément divisé la communauté juive, avait divisé l'Empire britannique, ou Commonwealth, ce qu'aucune menace de guerre ou danger n'avait jamais accompli, la pression irrésistible exercée sur la politique internationale, l'accomplit habilement. Tout à coup, Sion révéla sa suprématie dans des capitales aussi éloignées de la scène centrale qu'Ottawa, Canberra, le Cap ou Wellington. Ceci donna la preuve d'un superbe travail d'équipe et d'une excellente synchronisation. L'organisation secrète devait avoir produit des miracles, en quelques décennies, pour obtenir l'obéissance, au moment décisif, des politiciens de premier plan, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande. Ces pays étaient éloignés de la Palestine, ils n'avaient aucun intérêt à s'aimer les germes d'une nouvelle guerre mondiale au Moyen-Orient, leur proportion de juifs était faible. Pourtant, leur soumission fut instantanée. La puissance mondiale était en action. L'importante signification de ce qui se produisit pourrait nécessiter une explication pour les lecteurs non britanniques. Les liens entre la Grande-Bretagne et les nations d'outre-mer qui en dépendent, bien qu'intangibles et ne reposant sur aucune contrainte, avaient fait preuve dans les situations de crise d'une force mystérieuse aux yeux des profanes. Une anecdote pourrait l'illustrer. Le général de brigade néo-zélandais George Clifton rapporte que lorsqu'il fut capturé en 1941 dans le Sahara occidental, il fut présenté au maréchal Rommel, qui demanda « Pourquoi vous, les Néo-Zélandais combattez-vous ? Il s'agit d'une guerre européenne, pas de la vôtre. Étiez-vous ici pour le divertissement ? » Le général de brigade Clifton fut perplexe à l'idée d'expliquer quelque chose qui lui semblait tellement naturel, réalisant qu'il était tout à fait sérieux et sincère dans son questionnement, et n'ayant jamais essayé auparavant de mettre des mots sur ce qui,
pour nous, était une évidence, c'est-à-dire que si la Grande-Bretagne combattait, alors nous combattions aussi. Je levai la main, les doigts joints, et dis, nous sommes unis. Si vous attaquez l'Angleterre, vous attaquez aussi la Nouvelle-Zélande, et l'Australie et le Canada aussi. Le Commonwealth britannique combat ensemble. Cela était vrai, eu égard aux individus, mais ce n'était plus vrai eu égard aux politiciens de premier plan. À travers eux, la conspiration venant de Russie avait trouvé le défaut de la cuirasse. La pression, à Wellington et dans les autres capitales, fut aussi puissante et efficace que celle exercée à la Maison-Blanche. Dans ce cas spécifique, la Nouvelle-Zélande, un personnage emblématique de cette époque et de ce groupe de surf, c'était un certain monsieur Peter Frazee, Premier ministre de Nouvelle-Zélande. Nul n'aurait pu avoir moins de raisons d'haïr, ou même de savoir quoi que ce soit sur les Arabes, mais il était leur ennemi implacable, parce qu'il était devenu, pour une raison ou pour une autre, un esclave de plus du sionisme. Ce pauvre garçon d'écurie écossais, qui se rendit de l'autre côté de la planète et y trouva gloire et fortune, attrapa apparemment ce virus au cours de ses jeunes années influençables passées à Londres, alors que ses idées s'y répandaient parmi les jeunes hommes politiques ambitieux, et l'emmena avec lui dans ce nouveau pays, si bien que des années plus tard, il employa toute son énergie et le pouvoir de sa fonction à la destruction de gens inoffensifs en Palestine. Lorsqu'il mourut en 1950, un journal sioniste écrivit à son propos. C'était un sioniste convaincu, il était très occupé par la direction de la délégation de son pays aux Nations Unies lors de l'Assemblée générale à Paris, mais il accorda beaucoup de temps et d'attention aux problèmes de la Palestine, assistant chaque jour aux réunions du comité politique lorsque la question palestinienne était abordée. Il ne quitta pas un instant la salle, aucun détail ne lui échappa. C'était le seul Premier ministre au sein du comité, et il le quitta dès que le dossier palestinien fut bouclé. À plusieurs reprises, Peter Frazee se retrouva à voter contre le Royaume-Uni, mais cela lui était égal. Il resta un ami jusqu'à son dernier jour. Un individu animé de cette ambition atypique pensait certainement très différemment du général de brigade Clifton et de ses semblables, et s'il avait connu le point de vue de son premier ministre, le brigadier général Clifton aurait eu beaucoup plus de mal à trouver quoi répondre au maréchal Rommel. Comme il accordait tellement d'énergie au sionisme, on ne pouvait attendre de M. Frazee qu'il ait à cœur l'intérêt de son pays, et la Nouvelle-Zélande entra dans la Seconde Guerre mondiale sans aucune préparation, si bien qu'en 1941, lorsqu'il rencontra à Port Saïd des combattants survivants néo-zélandais revenant de Crète et de Grèce, il les trouva, hagards, mal rasés, salis par les combats, beaucoup d'entre eux blessés, tout dans un sale état physique et mental, tout tourmentés par la perte. De tant de bons camarades, M. Frazee était en partie responsable de cela, général de brigade Clifton. Avec cet homme comme Premier ministre, la reconnaissance rapide par la Nouvelle-Zélande de ce qui avait été fait en Palestine était assurée, même si les Néo-Zélandais n'en savaient pas grand-chose. En Afrique du Sud, le Dr Weizmann, dans sa stratégie de déstabilisation de M. Bevin, se tourna immédiatement vers le général Smuts, dont le lecteur a fait la connaissance bien plus tôt dans ce récit. Par hasard, je me trouvais en Afrique du Sud à ce moment-là. Un émissaire bien connu du sionisme prit en urgence un vol depuis New York, et lorsque j'appris son arrivée par la presse, je devinai ce qui allait suivre. Cet homme parla devant un auditoire sioniste, déclarant que « les Juifs n'ont pas à se sentir retenus par les frontières que les Nations Unies pourraient établir, quelle qu'elle soit. La seule objection à cette déclaration dont je puisse témoigner vint d'un dissident juif, qui dit que de tels mots présageaient mal d'une paix future. » Le général Smuts reçut ce visiteur venu des airs et annonça immédiatement la reconnaissance, uniquement pris de vitesse par le président Truman et le dictateur soviétique Staline, qui sur ce point étaient tous deux parfaitement d'accord. Il s'agit là, je crois, du dernier acte politique du général Smuts, puisqu'il perdit les élections 2 jours plus tard. Son fils l'avait fortement mis en garde contre la reconnaissance, soutenant qu'elle lui ferait perdre des voix. Le général Smuts balaya ce conseil, ce qui est pertinent, d'un point de vue électoraliste,
puisque ses adversaires étaient sans aucun doute prêts à surenchérir pour obtenir les voix sionistes, et il n'y avait pas d'électeurs arabes en Afrique du Sud. La renommée du général Smuts dans tout le Commonwealth et son impopularité auprès de ses compatriotes BERS reposaient entièrement sur la croyance collective qu'il était l'architecte de la réconciliation entre les Anglais et les BERS, ainsi qu'un fervent supporter du concept de grande famille. Sur cette question, il abandonna le gouvernement de Londres en difficulté avec une obéissance absolue, fruit d'une discipline inculquée pendant des années. Je réalisai à cette époque une vieille ambition, qui était de le rencontrer. Il atteignait alors la fin de sa vie, et quitte désormais lui aussi ce récit, mais avant de mourir, à l'instar du docteur Weizmann, il avait vu l'abîme, qu'il avait aidé à creuser, au cœur du problème palestinien, dit-il à son fils plus tard au cours de cette année 1948, se trouve une tragédie qui est à notre porte. Il n'est pas étonnant que la Grande-Bretagne soit écœurée et fatiguée par toute cette affaire. L'échec en Palestine ne sera pas seulement un échec britannique. D'autres nations ont également joué un rôle, y compris l'Amérique, et elles ont aussi échoué. La Palestine représente l'un des grands problèmes de notre monde et peut avoir d'immenses conséquences sur l'avenir de celui-ci. Nous avons pensé laisser les Arabes et les Juifs se battre entre eux, mais nous ne pouvons pas faire cela. Le pouvoir est en marche, et la Palestine se trouve sur sa route. Il parla ainsi en privé, mais pas en public. Apparemment, les politiciens, comme les clowns au cirque, sentent qu'ils doivent toujours porter leur masque en public, à l'instar de M. Truman, il fit sans tarder ce que le docteur Weizmann lui ordonnait, et en 1949, devant un auditoire sioniste, il déclara même qu'il était « heureux d'avoir contribué, au cours de ma vie, à au moins une chose qui est réussie ». La retraite par rapport à Londres se changea en débâcle. Le docteur Weizmann raconte que le représentant de la Nouvelle-Zélande, Sir Carl Berenson, obtint alors le soutien de l'Australie, et rapidement, les politiciens canadiens de premier plan lui emboîtèrent le pas. Lorsque les Dominions britanniques suivirent M. Truman et le généralissime Staline, les États plus petits se hâtèrent d'accorder leur reconnaissance, ils ne pouvaient refuser d'avancer là où les grands s'étaient pressés, et ainsi, l'État juif se concrétisa-t-il, de facto, son acte fondateur étant le massacre de Deir Yassin. Bien qu'il en devint le président, il s'agit en vérité du moment où le docteur Chaim Weizmann se retire de la scène, après 50 ans d'une activité essentiellement conspiratrice, qui inclut la capitulation de tous les dirigeants occidentaux et laissa la tragédie, comme un enfant abandonné, sur le pas de la porte de la communauté occidentale. Je ne saurais guère où trouver une existence aussi fascinante, et un autre écrivain pourrait même la décrire en termes héroïques. À mes yeux, elle semble avoir été orientée à des fins destructrices, et le docteur Weizmann, dont la mort était proche lorsqu'il atteignit la victoire, découvrit que celle-ci était une coupe d'amertume, peut-être même une coupe mortelle. En tous les cas, j'en juge ainsi d'après son livre, dont la dernière partie est la plus passionnante. Il fut publié en 1949, de sorte que l'auteur aurait pu, au moins, mener son récit jusqu'au point maintenant atteint par celui-ci. Il ne le fit pas. Il termina son récit en 1947. Pourquoi fit-il ce choix? Je pense que la réponse est évidente. En 1946, il avait averti l'Organisation sioniste mondiale contre la terreur, avait décrit l'abîme auquel le mal ancien menait inévitablement, et avait été remercié en conséquence. Puis, il était devenu président du nouvel État mis en place grâce à la terreur. Je pense qu'il souhaitait mettre par écrit ses avertissements à la communauté juive, et qu'il ne put se décider à parler des actes de terreur et d'assassinat grâce auxquels le nouvel État était né, si bien qu'il fit mine de terminer le manuscrit avant que ces faits ne se produisent. Il établit la date de clôture de la rédaction au 30 novembre 1947, le lendemain de son triomphe à Lake Success, lorsque le président Truman, sur sa sollicitation, appela la délégation américaine afin qu'elle vote pour la partition. Manifestement, il souhaitait que le livre se termine sur cette note.
Le retournement de la politique américaine, et les actes contre lesquels il avait prononcé des avertissements, eurent lieu juste après, et comme le livre ne devait pas être publié avant 1949, il disposait de beaucoup de temps pour exprimer son opinion sur ces événements. Tout ce qu'il fit fut de rajouter un épilogue dans lequel il n'aborda même pas l'étape déterminante de Deir Yassin, la réponse méprisante à ses avertissements. De plus, il se mit à nouveau en quatre pour dire que cet épilogue était terminé en août 1948, ce qui le dispensa de faire référence au prochain acte terroriste, l'assassinat du comte Bernadotte, qui eut lieu en septembre 1948. Manifestement, le docteur Weizmann se rétractait. Il s'était associé à ce massacre et à ce meurtre en acceptant et en conservant la présidence du nouvel État. C'est pour cette raison que ses précédentes mises en garde sont d'une grande importance, il aurait pu les retirer avant publication. Par exemple, il accusa les terroristes, entre les mains desquels il mit l'avenir de la Palestine, et pas seulement de la Palestine, d'essayer de forcer la main de Dieu. Cela était sans conteste l'hérésie du sionisme, de tous ceux qui le soutenaient, qu'ils soient juifs ou gentils, depuis le tout début, et du docteur Weizmann plus que tout autre. Il ajoute, les groupes terroristes en Palestine constituaient un grave danger pour l'avenir entier de l'État juif, en fait, leur comportement était proche de l'anarchie. C'était l'anarchie, et non pas proche de l'anarchie, de même que l'effort de toute une vie du docteur Weizmann était anarchique. Même dans cet argument, ce n'est pas le dégoût moral qui l'animait, sa plainte ne portait pas sur la nature destructrice de l'anarchie en tant que telle, mais simplement sur le fait qu'elle était inopportune, parce que les Juifs détiennent des otages dans le monde entier. Le lendemain même de son triomphe à Lake Success, il revint à son nouveau thème, il ne doit pas y avoir une loi pour les Juifs et une autre pour les Arabes. On doit donner aux Arabes le sentiment que la décision des Nations Unies est définitive et que les Juifs ne s'introduiront pas dans les territoires situés au-delà des frontières qui leur ont été assignées. Cette peur existe chez de nombreux Arabes, et cette peur doit être éliminée par tous les moyens possibles. Ils doivent voir dès le départ qu'au sein de l'État juif, leurs frères sont traités exactement comme les citoyens juifs. Nous ne devons pas nous prosterner devant des dieux païens. Les prophètes ont toujours puni le peuple juif avec la plus grande sévérité pour cette inclination, et à chaque fois qu'il retourna au paganisme, à chaque fois qu'il revint en arrière, il fut puni par l'inflexible Dieu d'Israël. Je suis certain que le monde jugera l'État juif à la façon dont il traitera les Arabes. Tu le dis, 56. Allusion à la réplique de Jésus à Ponce Pilate, Matthieu, TECVI-11, NDT. À cette occasion, le docteur Weizmann revêtit la robe d'un prophète israélite, ou peut-être la couronne du roi Knut ordonnant aux vagues de s'écarter. Lorsque ces mots furent publiés, les Arabes avaient déjà été expulsés de leur terre natale, les Juifs s'étaient introduits dans les territoires situés au-delà des frontières précédemment recommandées, et les Arabes n'étaient pas traités exactement comme les citoyens juifs, mais étaient devenus des fugitifs sans foyer et sans ressources. Le docteur Weizmann prétendait ne pas savoir tout cela. Il ignora tout ce qui avait eu lieu et déclara que cela ne devait pas avoir lieu. On aurait du mal à surpasser une telle démonstration d'hypocrisie, même dans le domaine de la politique. L'explication probable est qu'il n'arrivait toujours pas à se décider à dénoncer ce qui avait été commis mais, comme sa mort approchait, il ressentait le besoin d'attirer l'attention sur ses conséquences. Des conséquences que, dès le début, l'œuvre de toute sa vie était destinée à produire, si cette œuvre aboutissait. Finalement, il cria, en arrière toute. Mais en vain. Un plus grand homme que lui hurla son horreur et lia les conséquences aux actes, qu'il n'eut pas peur de nommer. Le docteur Joudemagne se situait dans la ligne directe des Israélites dissidents de jadis. Il était né en Amérique en 1877 et, comme le docteur Weizmann, avait consacré sa vie au sionisme, mais d'une manière différente. C'était un sioniste religieux, et non politique, et il n'avait pas la présomption de « forcer la main de Dieu ». Dès le début, il avait œuvré à la création d'un État judéo-arabe binational, et avait attaqué le chauvinisme sioniste dès sa première manifestation. Il devint,
président honoraire de l'Université hébraïque de Jérusalem en 1925, après s'être violemment opposé au Dr Weizmann au sujet de la pompeuse cérémonie de pose de la première pierre en 1918, puis la présida à partir de 1935. En 1948, il se trouvait à Jérusalem. Il fut consterné par l'apparition du « mal ancien sous une forme nouvelle et horrible » et fit un discours d'adieu déplorant et condamnant les sionistes ainsi que les dirigeants occidentaux. Les réfugiés ne devraient jamais être instrumentalisés et brandis tels une carte maîtresse par les hommes politiques. Il est déplorable, et même incroyable, qu'après tout ce que les Juifs d'Europe ont traversé, un problème de réfugiés arabes soit créé en Terre sainte. Il mourut juste après cette déclaration, et je n'ai pas réussi à connaître les circonstances de sa disparition. Dans les ouvrages juifs, les mentions relatives à cet événement sont souvent laconiques et ressemblent à celles concernant l'effondrement et la mort soudaine du Dr Herzl. Par exemple, une de ces allusions, dans la préface du livre écrit par le rabbin Elmer Berger en 1951, dit Chou, il est mort d'une crise cardiaque.